Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 43, c'est parti. Si à 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Et si à 70 ans, t'as toujours un bracelet électronique, c'est que t'es un détenu normal. Alors quand t'es un délinquant, ancien président de la République, c'est quand même autre chose. Les rouages judiciaires sont mieux huilés. La loi s'applique et vite. Vous l'avez compris, Nicolas Sarkozy s'est fait retirer le bracelet électronique qu'il portait à la cheville depuis février. Il est sous libération conditionnelle. Et figurez-vous qu'en prime, il pourrait même garder sa Légion d'honneur. En France, on sépare toujours l'homme du délinquant. Enfin, surtout quand il est président de la République. Et en matière de délinquance, Nicolas Sarkozy commence à avoir un CV bien rempli. Il n'y a qu'à voir la place que prend la rubrique Affaires judiciaires dans sa page Wikipédia pour se faire une idée. Je vous propose une petite chronique judiciaire express parce que dans le feuilleton Sarkozy, les rebondissements ne manquent jamais. Nicolas Sarkozy a hérité de son bracelet électronique dans le cadre de l'affaire dite Paul Bismuth, le faux nom choisi par le président de la République pour déjouer la surveillance policière. On l'appelle aussi l'affaire des écoutes. Tout commence en 2014 quand la justice met sur écoute Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire Kadhafi, relative au financement de la campagne présidentielle de 2007. On en reparlera plus tard. Assez rapidement, le travail des enquêteurs fait apparaître une affaire dans l'affaire. En écoutant les conversations avec son avocat, Thierry Herzog, la justice découvre que Sarkozy utilise un téléphone secret ouvert au nom de Paul Bismuth, pour discuter discrètement avec un haut magistrat, Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation. Tous deux sont soupçonnés d'avoir tenté de graisser la patte du haut magistrat pour qu'il leur balance des infos confidentielles sur une enquête les concernant. Encore une autre, l'affaire Woerth-Bettencourt, dans laquelle Sarkozy sera blanchi. En échange, la promesse d'un joli poste à Monaco pour l'avocat général. Rien de plus qu'un petit coup de piston contre un tuyau, quoi. Alors la justice en décide un peu autrement. En juillet 2014, Sarkozy est mis en examen pour corruption active, trafic d'affluence et recel de violation du secret professionnel. Alors il tente tous les recours possibles pour échapper au procès, en invoquant notamment le secret des échanges entre un avocat et son client. Mais en 2019, la Cour de cassation le renvoie dans les cordes. Le procès s'ouvre en 2020. C'est une grande première. Un ancien président de la République est jugé pour corruption. En 2021, le verdict tombe. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, à purger chez lui, sous bracelet électronique. Fabrice Arfi de Mediapart évoquait un procès historique après le prononcé des peines. On l'écoute. C'est de fait la première fois dans l'histoire politique et judiciaire française qu'un ancien président est condamné pour des faits de corruption passible jusqu'à 10 ans de prison. Et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas le premier ancien chef de l'État français à être condamné. C'est son prédécesseur à l'Élysée, Jacques Chirac, a été condamné pour des faits d'atteinte à la probité. C'était l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, 2 anciens présidents de la République, ont en commun d'avoir eu chacun 2 premiers ministres condamnés par la justice. Alain Juppé, condamné lui aussi, et François Fillon, condamné lui aussi pour des faits liés à leurs fonctions publiques et leur mandat. Le sarkozysme est une sorte de microclimat judiciaire, puisque autour de Nicolas Sarkozy, la liste est absolument vertigineuse des ministres, conseillers, policiers, anciens chefs des services de renseignement, préfets, à être mis en cause et parfois même condamnés par la justice. Tout ça pour dire que ça nous dit quelque chose sur l'état de notre pays et du CV judiciaire qui est le nôtre et qu'on a parfois du mal, collectivement, à regarder tranquillement. Évidemment, Nicolas Sarkozy ne s'est pas avoué vaincu si facilement. Il a fait appel et en 2023, la peine est confirmée. L'ex-président de la République est colère. Il dénonce un harcèlement judiciaire, clame son innocence, saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le 18 décembre 2024, la Cour de cassation confirme sa condamnation. Fin de l'histoire.
Son bracelet est posé en février et donc retiré en mai, 4 mois plus tard. À peine le temps de laisser une petite marque à la cheville. À ce stade, c'est la seule condamnation définitive de Nicolas Sarkozy. En 2011, le président Sarkozy vantait une justice ferme, efficace, sans exception. Aujourd'hui, ces archives ont un léger goût d'ironie. Vous connaissez la chanson « À droite, on veut toujours plus de sanctions », sauf pour soi-même. Je vous propose de réécouter Nicolas Sarkozy en 2011. Car une justice efficace, et j'en viens à cette question essentielle, c'est une justice dont les décisions sont suivies des faits. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de peines de prison qui sanctionnent les faits graves. Les Français ne comprennent pas que les décisions de justice ne soient pas exécutées dans des délais raisonnables. Nos magistrats font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Mais il faut que leurs décisions soient mieux appliquées. La micro-peine de Sarkozy fait grincer les dents d'Anticor, qui lutte contre la corruption et pour rétablir l'éthique en politique. Sur le plateau de BFM, le représentant de l'association tente d'argumenter sur le traitement de faveur dont bénéficient les puissants face à la justice. Mais il a bien du mal à en placer une. D'ailleurs, sur le site de la chaîne, on peut lire que Nicolas Sarkozy n'a bénéficié d'aucun passe-droit et qu'il s'agit d'une application stricte du droit. On le regarde. On s'attarde beaucoup sur les peines dans ces dossiers, mais on parle peu des faits. Nicolas Sarkozy, il a été condamné pour des faits de corruption, pour avoir corrompu un magistrat par le biais de son avocat, mais il encourait donc une peine jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Quand même, je pense qu'il faut le rappeler, c'est des faits extrêmement graves. Il a au final été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Et son bracelet lui a été posé le 7 février. Sa peine a été aménagée, il a porté un bracelet électronique et aujourd'hui, il serait au-dessus de la loi alors que la loi prévoit que, une fois qu'on a 70 ans, passé 70 ans, on peut demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Bref, en quoi est-il, puisque c'est ce que vous venez de dire, au-dessus de la loi en l'espèce ? Il y a 2 choses, nous, qui nous interrogent dans ce processus. Déjà, il pouvait, en fait, avoir un aménagement une libération conditionnelle, mais c'était pas obligatoire. C'est pas, lorsqu'on a 70 ans, la libération, elle devient automatique. C'est le juge d'application des peines qu'il faut interroger, en réalité. Donc. Oui, peut-être. Peut-être que c'est le juge d'application des peines qu'il faut interroger. Mais, en tout cas, nous, on a l'impression que, ça va beaucoup plus vite, que qu'il y a une sorte de traitement de faveur. Pourquoi ? Parce que, Nicolas Sarkozy, en fait, alors, si on reprend juste le texte de droit. Un traitement de faveur, ça veut dire que n'importe quel autre justiciable ne se serait pas vu retirer le bracelet électronique. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Il y a beaucoup de justiciables, allez voir dans les prisons, notamment dans les prisons, où, justement, allez voir dans les prisons, beaucoup de justiciables qui, justement, ne se voient pas appliquer cet article aussi facilement que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lui, s'en sort plutôt bien dans l'affaire des écoutes. Le juge d'application des peines a même eu la délicatesse de lever son bracelet juste à temps pour qu'il puisse apparaître publiquement à l'hommage de la policière Aurélie Fouquet. Depuis, sa réinsertion est un modèle du genre. Petit aller-retour express sur la Côte d'Azur pour se ressourcer, match au Parc des Princes pour célébrer le PSG. La misère est plus douce au soleil, paraît-il. Alors, son bracelet est retiré, les apparitions publiques reprennent, mais la justice, elle, n'en a pas fini avec Nicolas Sarkozy. Un vrai feuilleton judiciaire. Ces derniers mois, on a suivi le procès de l'affaire Kadhafi, du nom du dirigeant libyen. C'est un peu le blockbuster politico-financier qui secoue la scène politico-médiatique depuis 2012. Tout démarre avec les révélations de Mediapart, qui publie des documents explosifs suggérant que le régime de Kadhafi aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 à hauteur de 50 millions d'euros, alors que le plafond officiel de la campagne était de 20 millions. Ça fait désordre. Bien sûr, Sarkozy nie en déposant plainte contre le journal pour faux et usage de faux. Verdict ? Non-lieu en 2016, faute de preuves solides que ces documents étaient truqués. Et la justice ne lâche pas l'affaire. En 2018, nouvelle étape, Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illicite et recel de détournement de fonds publics libyens. Ses proches, dont Claude Guéant et Éric Woerth, sont aussi dans la ligne de mire. En 2020, c'est l'escalade avec une mise en examen pour association de malfaiteurs visant à préparer ces délits. Puis en août 2023, la machine judiciaire s'emballe. Sarkozy et 12 autres protagonistes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. En octobre, nouvelle mise en examen pour des accusations de recel de subornation de témoins et escroquerie au jugement en bande organisée, avec une dimension internationale,
puisque la justice enquête aussi sur des faits au Liban. L'affaire est tentaculaire. Le procès a commencé en janvier dernier et a duré jusqu'au 8 avril. Et là, ça rigole plus. Le parquet national financier réclame carrément 7 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour l'ancien président. Du côté de ses anciens ministres, les réquisitions sont aussi conséquentes, avec plusieurs années de prison ferme et des amendes importantes. Sarkozy dénonce un procès politique dans un contexte médiatique détestable. À la barre, ses avocats ont tenté de démonter point par point l'accusation. Selon eux, aucune preuve matérielle n'atteste du financement libyen. Les millions d'euros, introuvables. Le principal intermédiaire, Ziad Takieddine, aurait utilisé les fonds pour s'offrir des hôtels de luxe, des croisières et rénovations de villas. Mais malgré ces contrefeux, le dossier est lourd. Le verdict est attendu pour septembre prochain. En attendant, l'ex-président est présumé innocent. Sarkozy voulait une justice plus dure, il pourrait bien être servi. Dans la République, il n'y a pas d'impunité pour celui qui viole la loi. Dans la République, il n'y a pas d'excuse pour le délinquant, il n'y a pas d'excuse pour le criminel. Des circonstances atténuantes, oui. Des excuses, non. Des peines proportionnées, oui. De l'impunité, non. Dans la République, quand on est condamné à une peine, la peine doit être exécutée. Autre affaire en cours, Big Malion. C'est encore une fois les financements de campagne de Sarkozy qui sont dans le viseur de la justice. Cette fois, on parle de la présidentielle de 2012 qui a explosé les compteurs, pour au final perdre face à François Hollande, on le rappelle. Le coût total de la campagne est estimé à près de 43 millions d'euros, soit presque le double du plafond légal. Une bagatelle. Pour faire passer l'ardoise, les dépenses de campagne auraient été maquillées via un système de fausses factures entre l'UMP de l'époque, nouvellement LR, et l'agence de communication Big Malion. Le procès s'est ouvert en 2021. L'ex-président, comme à son habitude, jure qu'il n'a rien vu, rien su. Il aurait juste été trop impliqué dans sa campagne pour se rendre compte que les finances partaient en vrille. Mais la justice, elle, n'a pas été convaincue. En septembre 2021, le coup près tombe. 1 an de prison ferme pour Sarkozy, aménageable sous bracelet électronique, encore un. L'accusé fait appel de la décision, il change de défense et plaide cette fois la bonne foi. « J'ai fait confiance », répète-t-il. Son avocat plaide la relaxe, mais le parquet ne lâche rien et réclame la même peine. Le 14 février 2024, la Cour d'appel confirme la culpabilité de Nicolas Sarkozy et prononce une peine de 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, également aménageable. Encore une fois, faute d'avoir obtenu gain de cause, l'ancien président se pourvoit en cassation. Le dernier jugement est attendu courant 2025. Une année judiciairement chargée pour Nicolas Sarkozy. Mais alors, pour redorer le blason Sarkozy, on peut compter sur le rejeton Louis, qui a décidé de marcher sur les traces de son papa. Abonné un peu illégitime des plateaux télé, il nous a livré une performance magistrale en mars dernier pour réhabiliter son père. On est alors en plein procès Kadhafi. Attention, séquence émotion, sortez vos mouchoirs. Je sais, avec toute la certitude du monde, que mon père est innocent. Et d'ailleurs, comme l'ont soulevé beaucoup de commentateurs et d'experts, plus objectifs que moi, on ne peut être que choqué par le contraste entre la lourdeur des peines requises, ou le principe même d'une condamnation, et le manque total de preuves tangibles. Mais, sur un point plus personnel, toute ma vie, je l'ai vu se battre. Il est l'homme de tous les combats, de toutes les tempêtes. Et dans cette énième bataille qu'il élève, j'ai envie de dire au pays que j'ai jamais été aussi fier d'être son fils, que j'ai jamais été aussi fier de porter son nom, et que comme cela a déjà été dit jadis, il est comme tous les pères et je suis comme tous les fils, et que ce soir je pense à lui et je l'aime.
Le parcours judiciaire de Nicolas Sarkozy, délinquant multirécidiviste de la République, met en lumière une justice qui peine à s'appliquer avec la même rigueur aux puissants qu'aux anonymes. Si la loi est la même pour tous sur le papier, en pratique, les peines lourdes et la fermeté exigée par la classe politique à l'encontre des citoyens ordinaires semblent s'adoucir dès qu'il s'agit d'un ancien président ou d'un puissant. Ce déséquilibre creuse un fossé entre le peuple et ses institutions, révélant une impunité structurelle qui fragilise notre confiance collective dans la justice et la démocratie. Sarkozy a été condamné, oui, mais comme toujours, chez les puissants, la sanction tient plus de la formalité que de la peine. On poursuit avec le reste de l'actualité, mise en image et racontée par Aude Cazorla. On commence avec le projet Périclès et Pierre-Édouard Stérin, qui refuse encore et toujours la commission d'enquête parlementaire. Il se dérobe encore. L'homme d'affaires Pierre-Édouard Stérin, convoqué dans le cadre d'une commission d'enquête à l'Assemblée, a refusé de se présenter ce mardi. Il a réitéré vouloir être entendu par visioconférence et non en personne. Il ne s'était déjà pas présenté à une première convocation la semaine dernière. Le milliardaire doit être interrogé sur son projet politique, baptisé Périclès, visant à faire se lever une élite avec toutes les forces de droite. L'homme d'affaires utilise une partie de sa fortune personnelle liée à son entreprise Smartbox dans son projet de restaurer les valeurs ultra-conservatrices et ultralibérale en France. Ce matin, Antoine Léaumont, rapporteur de la commission, est revenu sur le contexte de sa convocation. Nous sommes donc entrés dans la question du financement de la vie politique avec une audition d'abord de la CNCCFP, donc la Commission nationale des comptes de campagne, qui, dans cette audition, a évoqué des cas comme celui de M. Stérin. Raison pour laquelle, non pas seulement moi, mais le président de la commission, M. Cazenave, et moi-même avons décidé de convoquer M. Stérin, qui maintenant se défile depuis plus d'un mois, puisque nous avons commencé à essayer de l'auditionner dès le 10 avril et qu'il a fait une suite, disons, de manœuvres dilatoires pour essayer de se soustraire à son obligation de se présenter devant la représentation nationale pour être auditionné. Pour justifier son absence, Pierre-Édouard Stérin a de nouveau invoqué des raisons de sécurité, alors même que des garanties du ministère de l'Intérieur lui ont été proposées. Alors que nous avons répondu à toutes ces craintes, en mobilisant les forces de l'ordre et les forces du ministère de l'Intérieur, malgré tous ces engagements, M. Stérin n'a pas jugé utile et bon de répondre à notre convocation. Le refus de comparaître devant une commission d'enquête est puni de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Actualité internationale désormais, l'Union européenne et le Royaume-Uni seraient parvenus à un accord 5 ans après le Brexit. Après des mois de négociations, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé un accord lors d'un sommet à Londres hier. 5 ans après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, entériné par le Brexit, ce partenariat stratégique officialise des projets communs. Les deux parties ont ainsi promis de renforcer leur soutien à l'Ukraine et évoqué la signature d'un partenariat de défense et de sécurité dans le but de renforcer la contribution de l'Europe à l'OTAN et de financer divers programmes d'achat communs d'armes et de munitions. Leur accord vise aussi à assouplir certaines barrières commerciales. Après de nombreux débats, les deux parties ont acté à la reconduction de l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques jusqu'en 2038, en échange d'une facilitation des exports de produits alimentaires britanniques vers le marché européen. Les discussions doivent maintenant se poursuivre sur les questions de mobilité. Un programme de visa permettant notamment aux jeunes Européens d'étudier ou travailler au Royaume-Uni a été évoqué. On termine avec les nouvelles de Gaza, plus précisément de la France et d'Emmanuel Macron. Face à l'offensive terrestre israélienne dans l'enclave, le président de la République promet des mesures concrètes. Dans une déclaration commune, 22 pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, ont exigé d'Israël une reprise complète de l'aide humanitaire à Gaza immédiatement, alors que la population palestinienne fait face à la famine sous les bombardements incessants d'Israël. Si 100 camions d'aide ont pu rentrer ce matin dans la bande de Gaza, la défense civile a encore fait état d'une 40aine de morts au cours de la nuit. Dans une autre déclaration, les dirigeants français et britanniques et canadiens ont annoncé qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement de Benyamin Netanyahou à Gaza, menaçant de mesures concrètes s'il ne cesse pas son offensive militaire et ne débloque pas l'aide humanitaire. Ces mesures restent floues jusqu'ici, mais pourraient inclure une remise en cause de l'accord d'association commerciale et politique entre l'Union européenne et Israël, selon le journal Le Monde. Si une centaine de camions d'aide humanitaire ont pu finalement rentrer dans Gaza ce matin, l'aide reste largement insuffisante, alors que la famine sévit et que les bombardements s'intensifient.
Israël ayant réitéré son intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza hier. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé ce matin sur France Inter que la France était déterminée à reconnaître l'État palestinien, laissant planer l'idée que celle-ci pourrait s'acter lors de la conférence internationale coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, qui se tiendra du 17 au 20 juin. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.